Alors justement, vous avez vu que nous sommes au cœur de la révolution numérique. Vous le savez tous, avec vos smartphones dans vos poches, avec ce que nous venons de voir, avec tout ce qui est enregistré, mis en numérique, qui va réapparaître sur Internet. Mais cette révolution numérique, ce n'est pas ce que l'on croit. On l'associe toujours à ce qu'on appelle un vieux truc Internet. Je dis un vieux truc parce qu'Internet, c'est un réseau de communication, mais c'est en fait beaucoup plus que ça. Nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle de plus en plus un écosystème numérique. Un écosystème numérique, c'est-à-dire un environnement hyper connecté dans lequel nous nous trouvons en permanence, avec parfois la difficulté de se débrancher. Et cet écosystème numérique joue un rôle de plus en plus important dans l'éducation. C'est le cœur de cette réunion d'aujourd'hui. Comment l'écosystème numérique conduit à ce que j'appelle la coéducation. D'abord, la coéducation générationnelle, des jeunes entre eux, par les réseaux sociaux notamment, mais la coéducation transgénérationnelle, c'est-à-dire les jeunes enseignants aux seniors, aux plus âgés, l'utilisation de toutes les applis, les apps, les outils numériques, la connexion en permanence, et les seniors aidant les plus jeunes, et les professeurs notamment le faisant, à contextualiser cette information qu'ils reçoivent d'une manière complètement débordée, débordante et pléthorique dans leur vie quotidienne pour donner du sens à leur vie. Donc cette réintégration de l'information doit se faire sous des angles économiques, sociologiques, politiques, voire spirituels. C'est-à-dire en fait une intégration d'éléments pour donner du sens à sa vie. C'est cela la base de la coéducation. Mais sans les outils d'aujourd'hui, une telle coéducation serait impossible. Les outils du multimédia, les outils du transmédia, je connais beaucoup d'enseignants, de professeurs de classe qui font utiliser maintenant, même si on pose des questions sur l'utilisation du smartphone dans les classes, font leurs élèves utiliser leur smartphone, dont beaucoup sont dotés bien évidemment, pour aller dans la nature, faire des reportages, revenir en classe, montrer ce qu'ils ont vu sur des écrans, en discuter avec les autres, de faire en sorte que les élèves deviennent aussi des enseignants. Parce que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'expliquer, c'est d'enseigner. C'est-à-dire la création, le faire, et pas seulement le recevoir. Création et faire, pas seulement recevoir, sont les nouveaux outils de cette pédagogie dynamique, cette pédagogie participative qui est à la base de la coéducation dont je parle dans l'écosystème numérique. Vous voyez que tout est lié. Écosystème numérique, nouvelle éducation, nouveaux outils, les élèves, les apprenants qui se transforment en créateurs de leur propre sens, du propre sens qu'ils veulent donner à leur vie. Alors justement, voilà, on en arrive à ce fameux carnaval numérique et je félicite encore une fois, je l'ai déjà fait à de nombreuses reprises dans des articles et dans des tweets, Michel qui vous a parlé tout à l'heure, Marcel Desvergne et toutes leurs équipes et tous les enseignants qui sont là pour avoir réussi à poursuivre cette idée. Et c'est pour nous un immense plaisir et un honneur à la Cité des Sciences de vous accueillir pour cette expérimentation qui va se poursuivre. Donc oui, le carnaval numérique, c'est l'illustration de ce que je viens de dire. C'est dans un écosystème informationnel, dans un écosystème numérique, ça utilise des outils nouveaux, le transmédia. Vous avez vu tout à l'heure un orchestre numérique où il n'y avait aucun instrument traditionnel, aucun instrument à vent, aucun instrument à percussion, aucun instrument à air. Et ils jouaient tous de la musique et ils chantaient grâce à des outils numériques extraordinaires. Donc ces outils sont en train de tout changer, de tout révolutionner. Le transmédia, qui est au cœur de ce carnaval numérique, c'est la possibilité d'utiliser non pas seulement du multimédia, mais d'intégrer les outils pour aller encore plus loin, faire émerger des propriétés nouvelles que nous sommes tous en train d'explorer pour l'éducation du futur. Alors ces nouveaux outils, c'est aussi ici à la Cité des Sciences, le Fab Lab, un laboratoire où chaque visiteur peut fabriquer ses objets avec des imprimantes 3D. Ça va être bientôt le Game Lab, un endroit où les jeunes vont pouvoir créer des jeux vidéo et d'autres jeunes vont pouvoir tester ces jeux vidéo sur des ordinateurs à leur disposition. Ce sera bientôt le Robolab, dont vous aurez un petit avant-projet, avant-goût, avec un robot qui va se balader parmi vous dans la journée. Donc Fab Lab, Game Lab, Robolab, Transmédia,
Ce sont les nouveaux outils de la coéducation participative dans lesquels nous sommes tous engagés aujourd'hui et ce qui rend absolument passionnant cette grande première d'aujourd'hui. Alors justement, je parle de robots. Mais vous avez vu que dans le titre du programme, il est prévu que je vous dise quelques mots de l'intelligence artificielle et de la robotique et des risques que ça représente pour l'humanité. Oui, effectivement, ça fait peur. L'intelligence artificielle a pour objectif, d'abord, dans les années 57-60, de remplacer l'homme dans des jeux de raison, dans des jeux de stratégie comme le jeu des échecs. Et on a fabriqué des ordinateurs capables, par l'intelligence artificielle, de battre des champions d'échecs aux échecs. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Ce que l'on appelle, retenez ce terme, le deep learning. Le deep learning, c'est la nouvelle étape de l'intelligence artificielle. Des ordinateurs qui peuvent reconnaître les visages parmi des milliers, synthétiser des voix qui sont exactement la voix de quelqu'un, faire de la traduction de toute langue automatiquement en temps réel, créer des chatbots qui vous parlent dans votre smartphone, ou des outils comme Alexa de Amazon ou Siri de Apple qui vous permettent de parler à votre ordinateur, de dicter des SMS, mais aussi de créer des fonctions nouvelles. Et ils vous répondent. Avec le deep learning, de plus en plus, ces chatbots vont devenir ce que l'on pourrait appeler des assistants intellectuels proactifs. C'est-à-dire qu'ils vont anticiper vos besoins, vous proposer des choses à faire, et dans ces petites boîtes que l'on a dans nos poches, qui est maintenant le PC, l'ordinateur personnel beaucoup plus puissant que les PC des années 70, nous en avons maintenant la possibilité et l'utilisation. Donc ces robots, cette intelligence artificielle, ce deep learning, font peur, parce qu'on y voit des risques. Et c'est ce qu'ont dénoncé trois personnages extrêmement célèbres, Bill Gates, le père de Microsoft, Elon Musk, un grand industriel qui crée SpaceX, qui lance des fusées qui reviennent sur la Terre pour pouvoir coûter moins cher dans le lancement de satellites. L'homme qui a eu l'idée de Hyperloop, ce train qui va marcher dans un tube à 1500 km/h. Donc Bill Gates, Elon Musk et un des plus grands scientifiques vivants aujourd'hui, Stephen Hawking, on dit que c'est l'Einstein moderne, ont critiqué l'intelligence artificielle en disant que ça va être la pire des choses pour l'humanité parce que les ordinateurs vont dominer l'homme. On va être réduit à un état d'esclavage. Alors je me suis opposé à cette vision très pessimiste dans mon dernier livre, Je cherche à comprendre, pour essayer de montrer qu'au contraire, en vivant d'abord en complémentarité avec l'intelligence artificielle et ensuite en symbiose avec elle, nous pouvons aller vers ce que j'appelle une intelligence humaine augmentée. Augmenter notre propre intelligence grâce à l'intelligence artificielle. Et les risques ainsi peuvent commencer progressivement à s'estomper. Je vous donne quelques exemples. Les risques que l'on voit le plus, c'est l'atteinte à ce qu'on appelle les professions ou les secteurs intellectuels. Les professions intellectuelles, ce sont des avocats, des notaires, des journalistes, des consultants, des enseignants, des professeurs, des médecins. Beaucoup disent l'intelligence artificielle et les robots intelligents vont remplacer le travail de ces gens-là et les rendre inutiles. Je vous donne quelques exemples. Il y a une grande société d'avocats internationale qui s'appelle Baker Hofstadter qui a récemment supprimé le travail de 34 avocats parce que le deep learning analyse la jurisprudence de milliers de cas en 15 minutes alors qu'il faudrait 5 à 6 ans à un avocat pour analyser cette jurisprudence. Et en plus, le deep learning peut vous faire des propositions à des avocats. Une grande entreprise japonaise, Fukoku Mutual Life, qui est une compagnie d'assurance, utilise le deep learning et l'intelligence artificielle pour calculer les remboursements de personnes qui ont été hospitalisées, qui prennent des médicaments, ce qui demanderait à ce qu'on appelle un actuaire dans le domaine des assurances plusieurs mois, 6 mois à calculer et à faire. Le deep learning le fait en 10 secondes. Donc, vous voyez là des exemples. Le dernier exemple que je voudrais vous donner, c'est très caractéristique. L'année dernière, un ordinateur de Google, qui s'appelle AlphaGo, a battu au jeu de Go, qui est beaucoup plus compliqué que le jeu d'échecs, le champion du monde du jeu de Go, Lee Sedol. Et comment l'ordinateur l'a battu? D'abord, il a analysé en quelques minutes 4 à 5 ans de stratégie de jeu de Go de Lee Sedol, mais en plus de ça,
il y avait les caméras qui filmaient l'Isidole pendant qu'il jouait, de devant, de derrière, pour regarder ses sourcils, les mouvements de son visage, ce qu'on appelle le langage du corps, le body language. Et donc, AlphaGo a battu l'Isidole non seulement par la raison, mais par l'émotion. Le deep learning est capable de détecter les émotions humaines. Donc, quand l'Isidole voyait AlphaGo faire un jeu, faire un mouvement, une stratégie, il avait les sourcils qui se levaient, ses épaules qui se baissaient, et donc AlphaGo voyait, entre guillemets, tout ça, et il interprétait la réaction de l'Isidole en fonction de son émotion, et il l'a battu. Malheureusement, pour le pauvre Isidole, il est dans un hôpital en ce moment, atteint d'une dépression grave. C'est pas drôle, mais c'est la réalité. Donc vous voyez que le deep learning et l'intelligence artificielle peuvent aller jusqu'à comprendre l'émotion, détecter les émotions, reconnaître les visages, les photos, les films, les vidéos, faire de la traduction automatique en temps réel. Alors comment éviter la crainte de Bill Gates, Elon Musk et Stephen Hawking et faire en sorte que nous arrivions, nous humains, à dominer l'intelligence artificielle et à nous en servir? J'ai une petite phrase qui a fait le tour d'Internet et des tweets. J'ai dit que j'ai moins peur de l'intelligence artificielle que de la stupidité naturelle. C'est-à-dire qu'il y a un gros effort à faire pour éviter de faire en sorte que des lieux communs, des idées préconçues dominent le débat constant aujourd'hui, je ne sais pas le dire en politique dans certains pays, et donc faire en sorte que nous puissions arriver à nous en servir. Alors justement, je veux en arriver à ce que j'ai proposé dans ce bouquin dont je vous parle. C'est l'idée qu'en symbiose, c'est-à-dire en étroite interaction avec l'intelligence artificielle et les robots intelligents, nous pouvons aller vers ce que j'appelle l'intelligence humaine augmentée. Il y a l'intelligence artificielle d'un côté, et nous, en l'utilisant, nous pouvons aller vers l'intelligence humaine augmentée, et j'ajouterais collaborative. C'est-à-dire le fait d'être connectés nous-mêmes en temps réel, connectés par les réseaux sociaux, être plus que si on était tout seul à réfléchir et à penser. Et c'est ce qui m'a amené à proposer cette notion de hyper-humanisme, d'être encore plus humain en développant dans notre cerveau, grâce à l'intelligence artificielle, et pas contre elle, grâce à l'intelligence artificielle, des qualités humaines de notre cerveau qui aujourd'hui sont inhibées par la concurrence, la compétition, l'égoïsme, l'égocentrisme, des valeurs telles que l'amour, la solidarité, la générosité, le partage, l'empathie, qui sont là, bien sûr, nous les connaissons, nous les utilisons. Mais de même que la machine mécanique a libéré l'homme de cette tâche de survie pour le labour, pour la culture, pour fabriquer de l'énergie, eh bien, et qui a permis, grâce à la machine mécanique, l'essor de l'art, de la culture, de la musique, de la peinture, de la philosophie, de l'astrophysique, de la science, et bien de même, beaucoup d'entre nous pensons que l'intelligence artificielle, travaillant avec nous et pour nous, peuvent créer cette situation d'intelligence humaine augmentée, débloquant dans notre cerveau ces qualités qui aujourd'hui, comme je le dis, sont inhibées par la concurrence, la compétition et l'égoïsme. Donc c'est une voie alternative très importante que j'appelle l'hyperhumanisme, qui me permet de critiquer ce dont vous avez sans doute entendu parler, le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est la possibilité de modifier l'homme par la science, par la technologie, d'implanter dans le cerveau des nouvelles mémoires, de fabriquer des organes transplantables avec des imprimantes 3D, fabriquer l'organogénèse. Et l'objectif du transhumanisme, c'est de nous permettre de vivre 500 ans. Pourquoi pas 1000 ans? Or, je considère que cette idéologie transhumaniste est dangereuse, parce qu'elle est concentrée sur l'individu, et elle est élitiste. Seules certaines personnes pourront se permettre de se payer tous ces outils pour s'augmenter. Elle est élitiste, égoïste et narcissique. Elle conduit à une impasse, alors que le futur de l'humanité, c'est la connexion des individus entre eux par les réseaux pour faire émerger cette intelligence augmentée collaborative. Voilà un peu quelques espoirs pour le futur, une voie alternative, pensant que nous sommes en train de faire muter notre cerveau, donc nous allons vers une nouvelle humanité, une humanité augmentée, mais augmentée dans le sens de l'utilisation de la liberté des hommes, de l'humanisme le plus traditionnel, pour ensemble être capables de construire notre futur et de faire en sorte que le travail, notre travail qui donne du sens à la vie, ne soit pas réduit à zéro par les machines et les robots, mais au contraire de trouver de nouvelles formes de travail, d'œuvre, d'activité, d'occupation, avec des rémunérations qui vont changer. Le CDI, le contrat à durée indéterminée dans des entreprises hiérarchiques et pyramidales,
est en train d'être discutée de plus en plus dans le monde, apparaissent des nouvelles formes de travail, des nouvelles formes de rémunération, et je pense que l'intelligence artificielle conduisant à l'intelligence augmentée peut nous permettre ensemble de construire le futur que nous voulons, d'où l'importance de la coéducation, d'où l'importance de réalisations transmédia comme le carnaval numérique, qui nous apprend à travailler ensemble, à collaborer ensemble de manière intelligente pour construire le futur que nous voulons, plutôt que de subir le futur que certains nous imposent. Je vous remercie.